Au sommaire de cette édition, révision électorale au Sénégal, les députés ont adopté ce jeudi une nouvelle loi électorale dénoncée par l'opposition à moins d'un an de la présidentielle. À l'occasion de son passage en Afrique du Sud, l'opposant zambien Hakainde Hichilema s'est exprimé sur la situation de son pays à 3 ans de l'élection présidentielle. Et puis Mswati III, le dernier monarque absolu d'Afrique, a déclaré ce jeudi que son pays, le Swaziland, s'appellera désormais Eswatini, comme à l'époque précoloniale. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Au Sénégal, le projet de loi sur le parrainage a été voté ce jeudi. Mais il aura fallu plus de 10 heures de débat et plusieurs perturbations de séance pour que cette loi soit enfin adoptée. Et pour cause, l'ambiance était électrique à l'Assemblée nationale. Tchèque Berthe pour le reportage. La scène est surréaliste à l'Assemblée nationale sénégalaise, des députés qui se battent lors d'une séance plénière. En cause, l'examen du projet de loi sur les parrainages que l'exécutif veut faire adopter. Le texte oblige tous les candidats à l'élection présidentielle de recueillir la signature de 1% du corps électoral. Depuis, l'opposition est vent debout contre cette loi, dont elle a boycotté son examen ce jeudi. Il y a un danger concernant ce parrainage parce qu'il peut l'utiliser comme instrument politique pour écarter certains candidats à l'élection présidentielle. On empêche les Sénégalais d'être là, mais nous aussi, on nous empêche de débattre. C'est quelque chose d'inacceptable. Nous ne pouvons pas être complices d'une telle forfaiture, c'est pourquoi nous avons quitté la salle. La loi a finalement été adoptée à l'absence de l'opposition. Désormais, chaque candidat devra se faire parrainer par 65 000 électeurs, domiciliés dans au moins 7 régions. Pour les camps de la majorité qui a porté la loi, elle va permettre d'éviter des candidatures fantaisistes. La révision de la Constitution procède de l'analyse concrète de la situation du pays depuis l'indépendance et de l'ensemble des difficultés que nous avons rencontrées à l'occasion des différentes élections. Et nous voulons éviter aux générations futures et au Sénégal, dans l'avenir, les difficultés et turpitudes qui nous ont valu des difficultés à l'occasion d'élections. Dehors, des heurts ont éclaté toute la journée. Les manifestants qui brûlaient des pneus ont été dispersés par la police à coups de gaz lacrymogène. Toutes les routes menant à l'Assemblée nationale et au centre-ville ont également été bloquées par les forces de l'ordre. Ça veut dire que nos libertés sont restreintes. Ils ont quadrillé la ville depuis ce matin. Ils savaient que la population allait sortir et manifester leur mécontentement. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet de loi. Je croyais qu'il y avait une démocratie. Malheureusement, cette démocratie n'existe pas. On nous leurre. Des manifestations ont également été signalées dans de nombreuses grandes villes du Sénégal. Plusieurs leaders de l'opposition ont été arrêtés, dont l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Le Parlement bissau-guinéen a entamé ce jeudi sa première réunion depuis près de 2 ans. Cette paralysie est due à la crise entre le président José Mario Vaz et le parti au pouvoir. C'est du moins ce qu'ont rapporté des correspondants de l'agence France Presse. Ce petit pays d'Afrique de l'Ouest traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingos Simões Pereira, chef du parti au pouvoir auquel Vaz appartient également. Un nouvel accord de sortie de crise a été conclu lors d'un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO le 14 avril à Lomé. Cet accord prévoit la désignation d'un Premier ministre de consensus, Aristide Gomes, qui a pris ses fonctions lundi, chargé de conduire le pays aux élections législatives le 18 novembre et la reprise des travaux du Parlement. Lors de cette session extraordinaire, les députés débattaient du renouvellement de la commission électorale avant d'examiner le projet de loi constitutionnelle prolongeant jusqu'aux élections le mandat de législature qui s'achève le 23 avril. Ils doivent également renouveler la présidence de l'Assemblée. Un important dispositif de sécurité était visible autour du Parlement, mais la circulation restait fluide sur l'avenue de l'Unité africaine qui longe l'édifice. Il faut enterrer maintenant la hache de guerre et se tourner vers l'avenir. Nous devons œuvrer pour le bien-être de notre peuple qui a trop souffert, a déclaré le président de l'Assemblée, Cipriano Kassama, lors de la réunion de la commission permanente qui a précédé l'ouverture de cette session. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué mardi l'accord conclu
sous l'égide de la CEDEAO. Il a exhorté les protagonistes à prendre rapidement les prochaines mesures cruciales, y compris la formation d'un gouvernement inclusif, la réouverture de l'Assemblée nationale et la mise en œuvre des dispositions restantes de l'accord de Conakry. Le nouveau Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a remanié ce jeudi son gouvernement. Objectif, tenter d'endiguer le mécontentement croissant à l'encontre de la coalition au pouvoir depuis 1991. Les détails. Âgé de 42 ans, Abiy Ahmed est la première personne désignée Premier ministre de l'Éthiopie contemporaine, issue de l'ethnie Oromo, la plus importante du pays, fer de lance depuis plus de 2 ans de manifestations antigouvernementales sans précédent dont la répression a fait des centaines de morts. Il a nommé 16 ministres, dont 10 n'avaient jamais fait partie d'un gouvernement. Il a notamment nommé un nouveau ministre de la Défense et un nouveau porte-parole du gouvernement. Les ministres des Finances et des Affaires étrangères, en revanche, gardent leur portefeuille. Motuma Mekassa de la branche Oromo de la coalition remplace Siraj Fegesa comme ministre de la Défense. À ce poste important, il sera notamment chargé de superviser la mise en œuvre de l'état d'urgence en vigueur dans tout le pays depuis la démission surprise du prédécesseur de Abiy, Haile Mariam Desalegn, en février. De son côté, le Parlement, dominé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens, EPRDF, a élu, toujours jeudi, pour la première fois, une femme à sa présidence, Mouferet Kemil, ancienne ministre des Affaires féminines. Le porte-parole sortant du gouvernement, Negeri Lencho, avait été nommé par Haile Mariam durant un précédent état d'urgence en novembre 2016 afin d'augmenter la représentation des Oromo dans les instances gouvernementales. Il est remplacé par l'ancien ministre des Transports, Ahmed Shide, le membre de l'ethnie Somali au rang le plus élevé au sein du gouvernement. Les affrontements l'année dernière entre Oromo et Somali avaient fait des centaines de morts en Éthiopie et contraint environ 1 million de personnes à abandonner leur domicile, selon un rapport des Nations Unies. Je le disais en titre, à 3 ans de l'élection présidentielle en Zambie, le leader de l'opposition Hakainde Hichilema s'est exprimé sur la situation de son pays. C'était à l'occasion de son passage en Afrique du Sud. Cette volonté de s'endetter à des taux très hauts et de dépenser l'argent dans la consommation et non dans l'investissement est motivée par la corruption de ceux qui sont au pouvoir. Nous pensons que la croissance dans notre pays est très importante, comme elle est ici en Afrique du Sud et comme ailleurs sur notre continent, parce que c'est le meilleur moyen de combattre la pauvreté et les inégalités que nous voyons augmenter dans notre pays et dans la région. Si l'économie ne croît pas, on a un recul des droits de l'homme, pas d'état de droit, de la violence, des élections biaisées. Nous sommes en train de réunir les ingrédients d'un désastre quand la situation dépasse notre pays. Cela n'affectera pas que la Zambie, ça affectera la région, et y compris l'Afrique du Sud. Le président comorien Azali Assoumani a suspendu la Cour constitutionnelle. La plus haute juridiction du pays est transférée provisoirement sa compétence à la Cour suprême. Une décision dénoncée par l'opposition comme un abus de pouvoir. Les précisions. Dans une décision présidentielle datée du 12 avril, mais rendue publique cette semaine, le chef de l'État justifie cette mesure par le non-fonctionnement de la Cour constitutionnelle en raison du nombre incomplet des juges qui la composent. La Cour suprême exerce provisoirement les attributions de la Cour constitutionnelle, ajoute le texte. L'opposition a crié jeudi à l'abus de pouvoir, dénonçant une violation de la Constitution. On est sorti des limites de la démocratie. Le président a dissous l'ordre constitutionnel au profit d'un ordre monarchique. S'est insurgé Youssouf Bouana, secrétaire général de l'Union pour le développement des Comores, UPDC, l'un des 2 principaux partis d'opposition. Il est clair que le président Azali a bloqué lui-même le renouvellement des conseillers de la Cour pour venir aujourd'hui constater qu'elle est incomplète et ne fonctionne pas. Une opinion partagée par l'un des membres de la Cour, il s'agit d'une situation d'exception créée de toutes pièces puisqu'il suffit de procéder à la nomination des juges manquants. La Cour constitutionnelle est paralysée depuis juin 2017, faute de quorum. Elle ne compte que 3 membres sur les 8 censés la composer. L'un des vice-présidents comoriens
comorien très proche de Azali, le président de l'Assemblée nationale, et le gouverneur de l'île comorienne de Moélie, n'ayant toujours pas désigné leurs représentants. Le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daouda, a de son côté justifié la décision présidentielle en expliquant que Azali devait sortir le pays de ce blocage et permettre le fonctionnement de l'administration et des institutions de la République. Une organisation comorienne représentant la société civile, le collectif de la Troisième Voie, a dénoncé la multiplication de décisions et mesures qui portent atteinte aux acquis démocratiques. Ce journal se poursuit lors des célébrations organisées ce jeudi à l'occasion du 50e anniversaire du Swaziland. Le roi Mswati III a décidé qu'il était temps de changer le nom du pays. Ainsi donc, le Swaziland s'appellera désormais Eswatini, comme à l'époque précoloniale. Dernier monarque absolu d'Afrique, le roi du Swaziland a annoncé que son pays changeait de nom pour s'appeler Eswatini, son nom d'origine qui signifie le pays des Swazis en langue swati. Cette décision a été rendue publique ce jeudi à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de ce petit État d'Afrique australe. Selon Mswati III, tous les pays africains ont repris leur ancien nom, celui d'avant la colonisation, à leur indépendance. Et le Swaziland est le seul pays à avoir conservé son nom de l'époque coloniale. Ancien protectorat britannique, ce petit pays montagneux, enclavé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, a accédé à l'indépendance en 1968. Au pouvoir depuis 1986, le roi Mswati III est régulièrement épinglé par la communauté internationale et les ONG pour son train de vie dispendieux malgré la grande pauvreté de sa population ainsi que pour ses violations répétées des droits de l'homme. Enfin, à Cuba, Miguel Díaz-Canel, le nouveau président élu, s'est engagé ce jeudi à poursuivre la révolution de ses prédécesseurs. Face aux députés ce jeudi, Miguel Díaz-Canel, qui a pris la relève de Raúl Castro, comme président de Cuba, s'est donné pour mandat de poursuivre la révolution cubaine dans un moment historique crucial, mais aussi les réformes économiques entamées par Raúl Castro dans le but de perfectionner le socialisme. J'accomplis avec honneur et dévotion le mandat du peuple et j'offre mes premières pensées à cette génération historique qui nous accompagne avec humilité et dans une consécration exemplaire à l'heure de grands défis, espérant de nous que nous soyons à leur hauteur. Mais plus que tout, j'ai confiance en l'appui du peuple cubain, sans qui il est impossible d'avancer avec succès dans notre société et au milieu de menaces et de défis qui continueront toujours d'exister pour un pays engagé à faire la révolution. Le président sortant Raúl Castro a, dans son premier discours d'ex-président prononcé devant l'Assemblée nationale, confirmé ce jeudi qu'il quitterait en 2021 son poste de secrétaire général du Parti communiste de Cuba. Il a également évoqué le projet de nouvelle constitution. En ce qui me concerne, je continuerai à me consacrer à la tâche de premier secrétaire pour mon deuxième et dernier mandat qui expire en 2021. Nous allons aussi proposer que la commission des députés soit en charge d'écrire et de présenter à cette Assemblée le projet de nouvelle constitution qui sera ensuite amené devant la population et soumis à un référendum. Si Raúl Castro restera au premier plan à la tête du puissant parti communiste jusqu'en 2021, les habitants comptent sur le nouveau président Miguel Díaz-Canel pour poursuivre les réformes économiques lancées par son prédécesseur. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.